Je vais juste vérifier qu'on est bien en live sur Twitch. Donc je lance juste de mon côté le Twitch, c'est en train de se lancer. Et effectivement, on est en live, c'est super cool. Et je vais juste vérifier un truc. Si effectivement... Ok, super. Bah écoutez, c'est super bizarre. Je vais juste... Voilà, je suis aussi moi-même sur Twitch, je coupe le son de Twitch. Je m'entends parfaitement, c'est super cool. Alors, vous pouvez le voir ce soir, en fait, on se fait une petite séance sur Twitch uniquement. Mais vous pouvez évidemment nous retrouver en fait sur les réseaux sociaux. On est aussi sur Facebook et sur plein d'autres trucs. Alors j'essaie juste de récupérer. Voilà, je vous mets juste le lien. Voilà, super. Donc je mets au moins le lien dans le Twitch de notre Facebook où vous pourrez nous retrouver sur Facebook. Voilà, donc pour voir un petit peu ce qu'on fait. Je vais aussi vous mettre le lien de notre site internet. Alors ça me permet de me rendre compte, évidemment, alors je ne sais pas euh, si c'est mon machin, qu'il y a une espèce de petite lenteur. Donc, je me rends souvent compte que la machine, étrangement, est beaucoup plus lente que moi-même. Je ne sais jamais pourquoi, en fait, comme si c'est... Voilà, super. Donc, ok, j'ai mis les liens, donc maintenant on va pouvoir enchaîner. Donc là, ce soir, on est sur du Midnight Manga, et donc on est sur le premier Midnight Manga, hein, il est minuit. Et je vous propose tout simplement qu'on commence avec ce premier Midnight Manga. Vous voyez l'image, vous voyez le texte qui apparaît. Donc on va parler de Saint Seiya épisode G, tome 1. Donc le concept de ce format, ce sera de parler en fait d'un tome à chaque fois en entier, et pas forcément de la série, mais vraiment du tome, hein. Donc il y aura plusieurs soirées qui seront consacrées. Peut-être il y aura une vidéo toutes les nuits. Et donc de parler en fait à chaque fois d'un tome, d'un numéro. Je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent sur le Twitch. Donc si jamais, n'hésitez pas à poser vos questions et à interagir avec nous. Voilà, là j'ai mis l'image du tome 1 de Saint Seiya épisode G. Comme ça, vous avez cette image visible. Ouais, sur les prochaines vidéos, il y aura peut-être d'autres images. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste de parler de ce tome 1 pour l'instant. Il y aura d'autres vidéos où on parlera des autres tomes. Donc je vous propose simplement de commencer maintenant. Donc déjà, Saint Seiya épisode G, en fait, c'est un préquel, euh, ou l'un des préquels, hein, il y a d'autres, il y a Next Dimension aussi où ils reviennent justement sur la guerre du XVIIIe siècle. Mais là, on est vraiment plus sur un préquel de Saint Seiya, la série normale. Donc déjà, qu'est-ce que l'univers de Saint Seiya? C'est un univers donc qui se passe à la fin du XXe siècle. On est en 1985-1986. On est dans un monde qui correspond à notre monde. La seule différence, c'est que on a des personnages qui sont principalement nos héros, qui ont la faculté en fait de contrôler ce qu'on appelle tout simplement le cosmos. Donc, quand vous regardez Naruto, c'est le chakra. Quand vous regardez Dragon Ball, c'est le ki, etc. Donc, voilà cette capacité à contrôler en fait une énergie qui existe, et cette énergie leur permet tout simplement de faire des choses extraordinaires, comme se déplacer très rapidement, avoir des attaques surpuissantes, etc. Et en fait, l'histoire de Saint Seiya, donc les Chevaliers du Zodiaque en français, qui, qui soit dit en passant, a été mal traduit en français. Donc l'histoire de Saint Seiya, tout simplement, c'est une histoire où on va utiliser la mythologie grecque, la mythologie, on va dire, grec, scandinave aussi, hein, puisque dans les spin-offs, hein, dans l'anime en fait, il y a une partie qui se passe à Asgard, mais on est principalement sur la mythologie grecque où on va suivre au final des gens donc qui ont cette capacité de maîtriser le cosmos et qui suivent, enfin qui sont aux ordres de la déesse Athéna, donc Athéna qui est la déesse protectrice de la Terre et dont le but, la vie, tout simplement, c'est de protéger l'humanité contre les autres dieux, donc les dieux maléfiques
donc tout simplement les autres dieux dont l'objectif est de prendre possession de la Terre. Et on suit au final, voilà, donc en japonais le titre exact c'est Senseiya. Donc Saint c'est le titre de chevalier qu'ils ont dans l'histoire. Seiya c'est notre personnage principal, on va y venir plus tard. Donc on suit les aventures de Seiya qui est un chevalier avec d'autres chevaliers. Pour ceux voilà qui connaissent pas la série Saint Seiya, à la base on suit donc Seiya qui est le chevalier du Pégase, qui est accompagné d'autres chevaliers. Dans l'ordre des chevaliers, on a 88 chevaliers qui sont décomposés entre les chevaliers de bronze, chevaliers d'argent et chevaliers d'or. Les chevaliers d'or sont les 12 chevaliers du zodiaque, donc ceux qui représentent les 12 signes du zodiaque. Et de manière très simple, c'est l'histoire, voilà, les chevaliers vont on découvre les chevaliers, on découvre un petit peu quel est le background de chacun. On va avoir l'arc sanctuaire où en fait on découvre les 12 chevaliers d'or, on découvre qui était le méchant principal. Ensuite, dans la version animée, on a une partie qui va se passer en Asgard. Puis on revient sur une partie où ils vont affronter Poséidon et on finit sur une partie où ils affrontent Hadès. Donc ça, c'est l'histoire, on va dire l'histoire qui a été publié au début, donc c'est les premières histoires des Chevaliers du Zodiaque. Après voilà, il y a eu des suites, il y a eu des préquels, etc. Là, on est sur l'épisode G, donc tout simplement G pour Gold, puisqu'on va donc le Saint Seiya normal suit les Chevaliers de Bronze, donc Seiya et ses compagnons, et dans l'épisode G, on va suivre Aiolia, qui est le frère de Aiolios, qui est le chevalier du Sagittaire, celui qui est censé être un traître. Et en fait, on va s'attacher sur l'histoire des chevaliers d'or des années avant. Alors, ça se passe en 1979, donc normalement, c'est 6 ou 7 ans avant l'histoire de base avec Seiya. Le héros qui est Agiolio, ou Aliolia, j'arrive jamais à prononcer, normalement doit avoir 13 ans, si je ne m'abuse, 13 ou 14 ans dans l'histoire. Donc on peut devenir un chevalier très tôt et un chevalier d'or. Je crois on a vu des chevaliers d'or qui avaient 10 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, tout est possible. Et donc on a donc Masami Kurumada qui est le créateur original de Senseiya qui est là en tant que scénariste. On a Megumu Okada qui est là au niveau des dessins. D'ailleurs, vous le voyez hein, sur l'image qui est présente. Au niveau des dessins, voilà, on a un trait qui est totalement différent de Masami Kurumada. Masami, il a un dessin qui est très old school, vraiment très années 70, début des années 80. Et là, on est sur un dessin, comme vous pouvez le voir, qui est plus années 2000 avec les grands yeux, avec voilà les armures qui sont très carrées. C'est quelque chose d'assez voilà, c'est assez au final j'ai envie de dire décennal ou très générationnel. On a un style de dessin qui est voilà très différent. Et l'idée en fait c'était effectivement de raconter un espèce de préquel au niveau des Chevaliers d'Or par rapport à l'histoire d'origine. Donc on est en 1979 et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Puisque ce qui est très intéressant déjà dans ce tome 1, c'est qu'au final, par rapport à d'autres préquels ou à d'autres suites que vous pouvez retrouver pour d'autres mangas, où en fait en un chapitre, on a l'histoire qui est tout de suite posée et ça rentre vraiment tout de suite. Enfin, c'est extrêmement rapide. Là, on va quand même avoir un premier tome où il pose vraiment les bases, où on a le temps de découvrir, on a le temps de voir un petit peu les backgrounds avant vraiment que l'histoire ne se lance. On commence déjà avec des. Alors, ce qui était bien avec l'épisode G, j'ai oublié de dire, donc c'est chez Panini Comics, ça a été édité à partir de 2004 en France. Et ce qui est très bien avec cette édition, c'est qu'on a toujours des petites pages couleurs au début. Et donc, en fait, on commence tout simplement avec des pages couleurs. Donc, pour ceux qui, encore une fois, connaissent l'histoire de base, en fait, on découvre un petit peu comment le grand pop, donc Saga, se fait un petit peu manipuler au début par une entité supérieure. Donc, pour l'instant, c'est pas forcément qui est cette entité supérieure et qui tente d'assassiner Athéna. Donc, on a de nouveau ce flashback où il tente d'assassiner Athéna, où il y a Agiolios. Attendez, je regarde juste la bonne prononciation,
qu'à chaque fois c'est toujours un peu entre les deux. C'est Agiolios, c'est comme c'est des frères, c'est toujours un peu compliqué. Donc on a toujours ce flashback, voilà, avec l'intervention. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on enchaîne sur, voilà, on est projeté. Alors ça, c'est vraiment pas mal. On est projeté aux États-Unis. Donc je crois à aucun moment, je pense, on a vu les États-Unis dans la saga normale. Donc on est aux États-Unis, on est dans une centrale nucléaire qui a été prise d'assaut par quelqu'un. Et donc les États-Unis décident tout simplement d'envoyer un négociateur pour essayer de négocier. Et ce négociateur va être accompagné d'un jeune. On découvre bon tout de suite que le jeune se présente sous le nom de Léo. Voilà, on comprend, on voit, vous regardez sa tête, vous comprenez assez rapidement que il s'agit forcément d'un chevalier, un mec qui se fait appeler Léo. Voilà, quelques années précédant l'histoire normale, vous pouvez en déduire que c'est Aliolia du Lion, donc voilà, qui a 13 ou 14 ans et qui part donc avec le négociateur dans la centrale nucléaire. Et au moment, voilà, ils arrivent, ils explorent un petit peu, et ils tombent nez à nez en fait sur une personne qui se revendique être un exclu du sanctuaire, donc quelqu'un qui voulait devenir chevalier, qui n'a pas réussi parce que soi-disant il était trop puissant, qu'il a fait des mauvaises choses. Voilà, une discussion s'ensuit, un combat s'ensuit. Cette personne découvre que Aliolia tout simplement est un chevalier d'or, et un combat très rapide s'ensuit, puisque de toute façon, on se rend bien compte que Ayolia aurait pu le vaincre sans grande difficulté dès le départ, mais il revêtit son armure d'or du lion, voilà, fan service, et il le bat d'une manière très très simple. Et il y a aussi un moment, voilà, où il prend conscience un petit peu de l'humanité, de la fragilité des humains, du fait de devoir protéger les humains grâce à la personne en fait qui l'accompagnait. Il faut savoir évidemment, pour ceux qui connaissent l'histoire, que Ayolia, étant le frère d'Aiolios, qui est considéré comme un traître, a été rejeté dès le début par l'ordre de la chevalerie. Donc il est lui-même considéré comme un traître. Évidemment, hein, quand on est le frère, le fils, tout ce que vous voulez de quelqu'un qui a fait des mauvaises choses, on est comme lui, donc on est une mauvaise personne. Et donc on a, voilà, dès le début ce côté euh, je enfin pour lui, son frère était totalement innocent. Il a été tué par ses frères d'armes. Ses frères d'armes sont des mauvaises personnes. Ses frères d'armes pensent que lui-même est une mauvaise personne. Donc voilà. Donc ce qui est assez intéressant là, c'est quand même on a un chapitre qui pose les bases. L'histoire en elle-même n'a pas encore commencé, hein. Encore une fois, je sais pas si vous prenez d'autres mangas. Là, je pense par exemple peut-être à Gantz I, qui est le préquel de Gantz. Dès le premier chapitre, en fait, ça y est, tout est posé. Là, on a un premier chapitre, en fait, on nous pose juste Ayolia, c'est le chevalier d'or. On voit un petit peu sa puissance, on voit sa psychologie, on voit voilà, qui se remet en question. On voit qu'il porte l'armure, mais l'histoire en elle-même n'a pas encore commencé. Ensuite, on enchaîne. Voilà, on est le grand pop, donc qui est Saga, hein, pour ceux qui connaissent, qui discute avec Shaka en lui demandant justement qu'est-ce qu'il pense d'Aiolia parce qu'il se méfie de lui. Et on a un retour d'Aiolia en Grèce où il a été envoyé en mission pour aller affronter, voilà, un espèce de géant de pierre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le premier chevalier d'or qui va discuter avec Aiolia, c'est Camus du Verseau. Ils vont avoir une conversation, justement. Camus essaye un peu d'être, je vais pas dire un mentor, mais essaye de lui permettre un petit peu de prendre la conscience en fait de ce qu'il est. C'est un chevalier d'or, il est là pour protéger les gens. Et on voit aussi que Camus justement n'a aucune animosité envers lui, ce qui montre que voilà, tous les chevaliers ne sont pas forcément haineux envers lui par rapport à ce qu'a fait son frère. Je rappelle pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, que justement Kurumada s'est inspiré d'Albert Camus, donc écrivain français, pour créer le personnage du Chevalier d'Or Camus. C'est pour ça qu'il s'appelle Camus, et que Camus dans l'histoire de Saint Seiya est français. Donc, pour ceux qui connaissent aussi la série Cobra, petite parenthèse, le personnage de Cobra est lui inspiré de Jean-Paul Belmondo. Donc, comme quoi, il y avait quand même pas mal de mangas en fait comme ça sont inspirés de Français, d'acteurs, de réelles personnes françaises. Donc, on est voilà sur cette partie où encore une fois, Aliolia au final est envoyé en mission. Donc
on est sur des passages où c'est voilà, on nous montre un petit peu sa puissance, on nous montre un petit peu j'ai envie de dire sa philosophie de vie, le comportement qu'il a avec les gens. On a des scènes en même temps de discussion entre d'autres chevaliers. On a Shaka et Milo du Scorpion qui discutent, où justement il y a aussi toujours en fait, Aliolia est toujours le centre de discussion, puisque au final, ça reste toujours voilà, est-ce que Aliolia est une personne bonne ou mauvaise, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Donc ça reste toujours le point sensible un petit peu dans les conversations. Et donc dans cette nouvelle mission, en fait, Aliolia, tout simplement, voilà, il affronte une statue de pierre où je vous passe un petit peu parce que c'est pas forcément intéressant. Il affronte une statue de pierre qui en fait était, je sais pas, la réincarnation ou possédée par l'esprit de quelqu'un. En fait, il détruit la statue et il va rencontrer aussi Lythos, qui est la fille de l'homme en fait qui est mort et qui a pris possession de la statue. Et il va décider tout simplement de la prendre sous son aile. Donc on a aussi ce côté, alors qui n'apparaît absolument pas dans la saga originelle, hein, puisque voilà, Lythos c'est pas un personnage que moi personnellement j'ai vu. Pourtant, je les ai vus, j'ai lu aussi. Euh, donc ça permet là encore une fois dans un chapitre suivant de mettre la psychologie, de mettre aussi, de montrer la puissance du personnage. C'est assez intéressant par rapport encore une fois à des préquels. Là, je dis bien par rapport à des préquels ou par rapport à des sequels ou des suites, euh, puisqu'en fait, si vous prenez un manga de base, évidemment qu'au début, vous allez avoir plusieurs chapitres qui vont mettre en place les personnages, les backgrounds, etc. Mais souvent, dans les préquels ou les sequels, en fait, comme on a déjà une histoire de base qui fait, je sais pas moi, 10 tomes, 20 tomes, 30 tomes, les gens, en fait, ils savent déjà, hein, ils savent déjà l'histoire, les personnages, machin, on n'a plus besoin. Donc quand on est sur une suite ou quand on est sur quelque chose qui se passe avant, c'est vrai que dès le premier chapitre, en fait, on y va, on va très vite en fait à l'énigme, à ce qui se passe. Si je prends des animés, c'est peut-être encore plus fort dans l'animé. Vous prenez le premier épisode, à la fin du premier épisode, ça y est, le héros il est posé, toute l'histoire elle est posée, l'ennemi il est posé. Vous savez déjà à peu près tout ce qui doit se passer et je sais pas combien, les 50 épisodes qui vont suivre, voilà. Alors que normalement, il faudrait prendre plus de temps pour développer une histoire, etc., développer les personnages. Mais bon, voilà. Donc, on continue. On arrive là sur un passage qui est assez intéressant où on voit encore une fois le grand pop qui discute avec des dieux. Donc, on voit encore une fois que Saga, il y a ce côté Saga en fait clairement qui est montré être tiraillé par ben, euh, voilà, ses ambitions à lui, son côté gentil, son envie de servir Athéna, son envie de devenir plus important, et au final, le ou les dieux qui le manipulent, parce que là, en fait, on voit clairement qu'il est manipulé par plusieurs dieux, donc c'est ça qui est intéressant. Et on continue, et donc on va revenir sur justement Yoga qui est le héros. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on découvre un personnage, pareil, hein, qui n'existe pas dans la série normale, en fait, c'est Galan qui est le serviteur en fait d'Ayolia. Donc Ayolia se retrouve à vivre avec donc Lythos qui est une petite fille et Galan qui était un ami de son frère qui est devenu son serviteur, etc. Bon, on découvrira son background un petit peu plus tard, mais donc on découvre que voilà, il vit avec plusieurs personnes. Alors encore une fois que dans la série de base, hein, il est censé être tout seul, etc. Donc on découvre ça. Donc moi je trouve ça assez intéressant hein, vraiment d'avoir plusieurs chapitres en fait de développement de background avant que vraiment l'histoire ne commence puisque pour l'instant l'histoire n'a pas encore commencé. Hein. Et on va dire on est quand même, alors j'ai pas les numéros de page, mais on va dire dans le dernier quart de ce tome et on a voilà le début de l'histoire qui commence à se mettre en place avec on nous rappelle voilà il y a les 12 maisons, il faut traverser les 12 maisons, on arrive dans le palais du Grand Pop. Une fois qu'on arrive dans le palais du Grand Pop, on se retrouve, on peut accéder à la statue gigantesque d'Athéna. Et la statue gigantesque d'Athéna, en fait, elle est là pour sceller, en fait, ce qui s'appelle le méga Dépranon, qui est tout simplement le larme divine de Chronos.
Moi, je vous spoil le truc, hein, je sais plus même si c'est écrit, mais euh, c'est l'arme divine de Chronos, donc qui est protégée par ça. Et on découvre que Galan, donc le serviteur d'Adiolia, est tout simplement manipulé par une puissance qui les oblige à s'affronter. Et évidemment, vous vous doutez bien que cet affrontement verra Adiolia gagner et verra aussi Adiolia protéger son ami, il ne va pas le tuer, hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Shaka, qui est l'homme le plus proche des dieux ou de Dieu, se rend compte qu'il se passe quelque chose et il a une conversation avec, encore une fois, le grand pop Saga qui lui demande «Eh Shaka, est-ce que tu sens qu'il y a un trouble?» Et tu sais, il fait «Ouais, je sens qu'à l'intérieur du sanctuaire, une puissance maléfique s'éveille et qu'il faut faire quelque chose. Hmm. Voilà. Donc on revient sur Aliolia, sur Galad, sur Lythos, qui vivent leur vie. Et on a l'introduction d'autres chevaliers, puisque on a justement les chevaliers qui sont appelés par le grand pop pour se voir. Donc on a la réunion des 12 chevaliers. Bon, évidemment, vous savez qu'ils ne seront pas 12, puisque Doko, le chevalier de la balance, lui, ne bouge pas de son pic. Et évidemment, Aiolos du Sagittaire est mort, donc ils ne seront au grand maximum que 10. Voilà, donc on a l'apparition de tous les chevaliers, des discussions, etc. On a un flashback sur le crime qu'a fait Aliolios du Sagittaire, pour rappeler encore une fois à Aliolia que Aliolia, c'est une espèce de traître, avec le moment où Shura frappe Aliolios pour essayer de le tuer. Voilà. Et on finit l'histoire avec Aliolia qui arrive comme ça en disant vous étiez en train de mal parler à mon serviteur Lythos, je vous interdis de mal parler à mon serviteur Lythos. Voilà. Donc on s'arrête comme ça sur ce tome numéro 1. Alors attendez que je regarde juste quelque chose, parce que normalement, oui. Effectivement, c'est vrai qu'on a des chapitres qui sont assez conséquents, hein, quand même, puisqu'on a des chapitres qui font à peu près une quarantaine de pages, on a 5 chapitres en tout. Donc on arrive effectivement sur à peu près 200 pages. Moi je trouve que ce tome 1, voilà, il met en place les personnages, il met en place le background du héros. Donc vous voyez très bien que là on suit le Chevalier d'Or du Lion. Ça se passe en 1979, hein, donc il a 13 ou 14 ans. Sachant que normalement dans l'histoire de base il a 20 ans et que l'histoire de base c'est en 85-86. Donc voilà, c'est pour ça que je peux vous donner à peu près sa tranche d'âge. Et que voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir cette mise en place où ils prennent le temps vraiment de développer les différents personnages, de développer l'histoire, de montrer la puissance du personnage, la psychologie du personnage. Pour l'instant, on a eu le Lightning Plasma, hein, donc l'attaque, l'une des deux grosses attaques, on va dire, enfin, il y a Lightning Bolt, Lightning Plasma et Lion's Roar, on va dire les 3 attaques d'Aiolia. Là, on en a eu une. Il vainc ses adversaires assez facilement. Ce qui est aussi intéressant, j'ai oublié de le dire, c'est qu'on a le grand pop dans sa version la plus simple. Donc pour l'instant, quand il apparaît en fait à l'image, il apparaît dans sa version la plus simple, c'est-à-dire dans la cape, dans le casque, le casque en or et pas le casque rouge avec le masque bleu. On est vraiment dans une version épurée, très simple, où en fait on voit son visage, on a le haut du visage en fait qui est dissimulé dans le noir. Et donc pour l'instant on a ça. Euh, les autres personnages, voilà, pour l'instant, vous voyez Camus qui discute avec Aguelia, vous voyez Shaka qui discute avec le Grand Pop. On n'a pas encore eu d'action spécifique enfin, les chevaliers n'ont pas encore eu d'action spécifique à montrer. Et on découvre aussi, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai pas dit, mais on découvre aussi le sanctuaire. Enfin, en tout cas, on découvre une partie du sanctuaire avec Lythos et avec Galan, puisque Lythos, voilà, c'est un personnage qui découvre cet univers qu'elle ne connaît absolument pas. Galan, lui, c'est le serviteur de Aiolia, donc voilà, il, il connaît, il est là justement euh, pour l'accompagner, etc. Donc on a cette découverte du sanctuaire qui n'existe pas réellement, hein, dans la série originelle, puisque
puisque c'est vrai on voit assez peu au final à quoi peut bien ressembler le sanctuaire dans Saint Seiya, hein, puisque voilà, vous avez les 12 maisons, vous voyez un petit peu l'arène dans l'épisode 1, etc. Mais là, ce qui est bien, c'est on voit le marché, on les voit acheter des produits, elle pose des questions, donc on voit un petit peu plus l'écosystème sanctuaire. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour de ça. Si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, je sais pas, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas, je sais pas du tout, hein, si vous la voyez en replay. Là, on était sur Twitch. Il y a les liens de notre page Facebook, il y a les liens de notre site. On sera le 27 et le 28 en live sur les réseaux sociaux. Donc, on sera sur Facebook, on sera sur Twitch, on sera sur YouTube. Vous pourrez retrouver d'ailleurs aussi sur. Je vais vous mettre notre chaîne YouTube d'ailleurs. Voilà, je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais malheureusement, je ne peux pas aller plus vite que le Wi-Fi et que le chargement de mon ordinateur, même si normalement il est censé charger vite, mais je suis toujours plus rapide que lui. C'est quand même fou qu'en 2020 on soit plus rapide que sa machine, hein. Normalement c'est qui devrait être plus rapide que nous, mais bon. Donc je vous mets aussi le lien tout simplement de notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes les précédentes vidéos. Donc voilà, si vous voulez commenter, n'hésitez pas à commenter. Et moi je vous donne rendez-vous peut-être demain soir à minuit pour la discussion sur le tome numéro 2. Donc si certaines personnes sont intéressées, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que certains nous suivront aussi demain, participeront, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine. Ciao!